Houlin, Daf Mem Zain, Amoud Aleph. On va commencer à partir de la 5e ligne. Ve'amar Rava, Hamisha Une Itlah Larea. Apa Kelape Gavra, Tlatami Imina, Vetarte Misemola. Hasir O Yatir, O Halif, Terefa. Cette Gemara traite le sujet de la réa, du poumon. On va apprendre maintenant les dynimes relatifs au poumon, comme on a commencé déjà dans le Daf Mem Vav. On a déjà parlé du poumon, mais là maintenant, on nous présente carrément l'anatomie. Et on nous dit que le poumon, il a la forme suivante. Lorsqu'on a, après la shrita, accroché et suspendu la bête à un crochet, comment est-ce que le shochet allait faire? Lorsque les pieds de la bête, les pattes arrière, on appelle les pieds, parce que les pattes avant, ça, on les appelle yadaim, n'est-ce pas? Bien qu'en français, on ne dit pas des mains et des pieds pour une bête, on parle de pattes. Mais pattes avant s'appelle yadaim, et pattes arrière s'appelle raglaim. Donc lorsqu'on a lié les pattes arrière, ensuite, qu'est-ce qu'il fait le shochet? Il accroche la bête par les pattes arrière. Donc la tête est en bas et les pieds en haut. Ensuite, il va prendre un couteau et il va ouvrir la bête. Il va fendre le ventre jusqu'à la cage thoracique, jusqu'à la tête, d'accord? Et là, il va ouvrir. Et qu'est-ce qui va se présenter devant lui? Eh bien, comme une grappe. Le poumon, qui lui, en général, quand on le présente chez un être humain, comment est-ce qu'on l'imagine? Ça commence depuis la trachée, le canet, on respire, ça va au poumon. Si on attrapait le canet dans sa main, qu'est-ce qu'on aurait dans sa main? Toute une grappe. On aurait d'abord le poumon, ensuite le cœur, et ensuite le foie. C'est une seule et même grappe. D'accord? Oui, quand je parle, depuis le cou, depuis la bouche, jusqu'en bas. Ça, c'est chez un être humain. Chez l'animal, puisque quand on va dépecer l'animal, après l'avoir dépouillé de sa peau, comment est-ce qu'on accroche l'animal? On l'accroche à l'envers. La tête en bas et les pieds en haut. Et là, lorsqu'on va ouvrir la cage thoracique, et on va sortir le poumon. Si on prenait une photo de ce poumon, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient la chose suivante. Regardez l'image, s'il vous plaît. À la fin de votre Gemara, vous avez une édition merveilleuse où vous avez le poumon qui est présenté. Regardez là, ce qu'on a. C'est une grappe à l'envers. D'accord? Comme si j'avais une grappe de raisin que je la tenais à l'envers. La même chose, le canet qui correspond à une branche, la trachée, et vous avez les lobes du poumon qui se trouvent en haut. D'accord? Parce que j'ai mis la bête à l'envers. Regardez comment Rava s'exprime très joliment. Rava va dire, Amarava, Hamisha Une Itleh Larea, Apa Kelape Gavra, Tlatami Emina, Vetarte Misemola. Lorsque tu as la face de la bête en face de l'homme. À part la face de la bête, qui est la pégavra, en face de l'homme qui est en train maintenant, avec son couteau, de dépecer la bête. Qu'est-ce qu'il va voir devant lui? Il va voir devant lui un poumon qui a 5 lobes. Il y a 3 lobes à droite, tlata miemina, Vetre misemola, et 2 lobes à gauche, tarte misemola. Ça, c'est ce qu'on appelle les petits lobes. En hébreu, on les appelle unot. Il y a 5 unot, 3 à droite et 2 à gauche. Ce dont Rava n'a pas parlé, c'est les ummot. Les ummot, ce sont les grands lobes. Les grands lobes, regardez,
ce sont, quand vous voyez ici en bas, vous voyez ici deux grandes pointes, n'est-ce pas? La pointe des deux lobes que vous voyez à droite et à gauche, cela s'appelle les umot, on n'en a pas parlé. Rava nous a parlé que des unot. Les unot, ce sont les petits lobes. Les petits lobes, il y en a combien? 3 à droite et 2 à gauche. C'est clair? Donc maintenant, ne faites surtout pas attention aux deux grands lobes que vous voyez à droite et à gauche, en bas. Cela, il ne faut pas les regarder, parce que cela, ce sont des ummot, et Rava n'en a pas parlé. Alors, je répète la Gemara. Amar Rava, Hamisha une, itle l'area. L'area est là, 5 unot, 5 lobes, 5 petits lobes. Apak et la pegavra. Lorsque tu mets la bête en face de l'homme, attention, avec les pattes en haut, les pattes arrière en haut et la tête en bas. Tlatami yemina, vetarte misemala. Tu as 3 à droite et 2 à gauche. Et maintenant, Rava nous enseigne la halacha. Haser o yatir o halif terefa. Que tu le saches, qu'il y ait un lobe en moi. Ou en plus, la bête, elle est terefa. Pourquoi est-ce que en plus c'est terefa? Car nous avons une règle. Yater kenatul dame. Un membre en plus, c'est comme un membre en moins. Donc, si on comprend qu'un lobe en moins rend la bête terefa, comprend également qu'un lobe en plus rendra la bête terefa. C'est la halacha. Au halif, qu'est-ce que ça veut dire halif? Ou s'il y a eu échange. Dans le sens où, au lieu d'avoir en face de toi 3 unot à droite et 2 à gauche, qu'est-ce que tu vois le contraire? Tu vois 2 à droite et 3 à gauche. Ce phénomène bizarre et étrange que tu retrouves dans cette bête, ça la rend également terefa. Maintenant, la Gemara raconte une histoire. Haou yeterata de ataï le kame de marimar. Hava yativ rav aha abava. Il était une fois un rave qui s'appelait Marimar. C'était le dayan de la ville. Et voilà qu'un homme arrive avec un poumon pour montrer à Marimar est-ce que cette bête est cachère ou pas. Quel était le problème de ce poumon? C'est qu'il était yatir. Au lieu d'avoir 5 unot, 3 à droite et 2 à gauche, il y en avait 6. 3 à droite et 3 à gauche. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Marimar lui a dit que ce n'était pas cachère. Pardon, excusez-moi, le contraire. Marimar lui a dit que c'était cachère. Qui était assis à la porte de ce dayan, à la porte de ce Beth Midrash? Un rave qui s'appelait Rav Aha. Rav Aha qui se trouvait à Bava. C'est quoi Baba? La porte. Yativ à Baba, il était assis à la porte, Rav Aha. Amarle, Maï Amarlach. Rav Aha demande à cette personne qui sortait du Beth Midrash de Marimar, avec le poumon dans la main. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il t'a dit, Marimar? Il lui dit, il m'a dit que c'est cachère. Amarle Arshira Nehala. Il a rendu cachère. Amarle Hadar Aïla Kame. Il lui a dit, retourne, va le voir et repose-lui la question. Je suis sûr qu'il s'est trompé parce qu'il n'a pas bien regardé. Il n'a pas bien vu. Dis-lui d'être me'ayen à nouveau la halacha. D'être me'ayen le problème physique et halachique. Alors, qu'est-ce que lui a dit Marimar quand il a entendu cet homme qui est interpellé une deuxième fois? Il lui dit, qui est-ce qui t'a dit de revenir me voir? Il lui a dit Rav Aha qui est assis à la porte du Beth Midrash. Il lui a dit, va lui dire à Rav Aha, Amarle, Zil Imale, les Mandiyativ Ababa, va lui dire à celui qui est assis à la porte,
Let el cheta kavate de Rava biyateret. C'est pas que j'ignore la halacha. Je connais très bien l'opinion de Rava, mais je ne suis pas d'accord avec lui. C'est-à-dire que c'est Rava qui nous a enseigné, comme on avait vu avant, Amar Rava, Hamisha une itle la rea, apak la pegavra, tlatami yemina vetarte misemala, haser o yatir o halif terefa. C'est Rava qui avait enseigné que yatir, ça veut dire quoi yatir? Un lobe en plus rend la bête terefa. C'est lui qui pense ainsi. Moi, je pense autrement. Moi, je dis que non. Un lobe en plus dans le poumon n'est pas problématique. Et par conséquent, je dis que la bête est cachère, contrairement à l'opinion de Rava. Donc va lui dire ça à Rava, qui ne me soupçonne pas d'ignorance, c'est que je suis possèque la halakha ainsi. Je vous écoute. Deux mots qu'on a procès, Tlata et Baba. Je suis désolé, c'est du Maroc. Tlata, 3. Le Bab à Baba, c'est la porte. C'est pour ça que je vais lui demander d'où ça venait l'origine. Est-ce que c'est araméen ou c'est avant? Le Bab à Baba. Tlata, c'est 3 en arabe. Je vais vous dire quelque chose. La langue arabe, la langue ishmaélite, c'est de l'hébreu meshoubash. C'est comme ça que l'on qualifie. Que c'est de l'hébreu qui a été quelque part déformé. Et donc c'est pour ça qu'on va retrouver plusieurs termes qui sont similaires et qui sont proches les uns des autres. Donc il ne faut pas vous étonner lorsque vous allez retrouver énormément de mots qui ressemblent. Ok. Marimar. Non. En moins, non. En moins, non. Il aurait été. Ah, d'accord. En moins, donc il ne part pas du principe que si on dit qu'il y a en moins, alors automatiquement en plus, il n'est pas aussi rempli avec cette. Non, il n'est relais que là-dessus par rapport au Yeteret. Ah, d'accord. En moins, ils sont tous d'accord. La Gemara dit Vehan emile de kaima bedara de une aval bene terefa. C'est-à-dire, précision, nous dit la Gemara. Quand est-ce que Marimar considère que la bête elle est cachère, elle n'est pas terefa? Bien qu'il y ait un lobe en plus dans le poumon, ce n'est que dans la mesure où ce lobe supplémentaire se situe physiquement dans la même rangée que les précédentes. Comme j'ai dit tout à l'heure, par exemple, il y avait 3 et 3. Au lieu d'avoir 3 lobes à droite et 2 lobes à gauche, il y avait 3 et 3. Mais c'est dans la même rangée, c'est dans la continuité. Parce qu'en araméen, le mot dara se traduit en hébreu par shura. Shura qui veut dire une rangée. Quand c'est dans la même colonne. Mais si c'est bene, mais si le lobe supplémentaire se trouve entre les deux, bene, alors là c'est terefa. Si c'est 4 et 2, ça marcherait. Comment? Si c'est rangé 4 et 2, ça marcherait. Non, parce que 2, c'est il manque un peu. Comment vous avez dit? C'est la même rangée, on est 3 et 2, normal. Ouais. Si c'est 4 et 2, ça Aussi, c'est bon. même rangée. Ouais. Mais au milieu, ça va pas, je comprends. Hein? On vient de dire que s'il y a un lobe supplémentaire, Au milieu, il y a donc 4 et 2, d'après Marimar, ça serait caché. Oui. On est d'accord. c'est au milieu. Maintenant, il dit, même Marimar, il dit que s'il est au milieu, c'est pas caché. Exactement. C'est pas le milieu. Et si- Alors, qu'est-ce que c'est le milieu? Et si les deux, c'est la place des 3, 2 secondes juste. c'est pas caché, hein. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, je veux dire. Bene. Je vous lis. Kegon shi omedet mitahat la aruga, kelape akarka, kshabema omedet al regleha, bedome le makom, shebo omedet העינוניתה דוורדה, או שיוצאת באמצע האומה על גביו, כלפי גב הבהמה. אולם במאירי משמע שמפרש שבנה מתייחס דווקא לצד הריאה שכלפי הבטן.
Alors, quand on voit dans Rashi, Rashi dit comme ça, Aval bene bene, lorsque le lobe supplémentaire se trouve au milieu, Kegon, milemata la aruga, ki'inunita de varda, shei ben shete arugot milemata, o sheyesh ahad be'emtsa ha'umma al gaba, shelo keseder hitucha de one terefa. Regardez s'il vous plaît à nouveau le dessin que vous avez. Voyez-vous, en plein milieu, personne ne s'est posé la question. Vous avez vu cette image, vous voyez qu'il y a ici deux grands lobes en dessous, dans la partie inférieure. Je vous avais dit qu'on n'en parlait pas du tout. Cela s'appelle Umot. On ne parlait que des trois lobes qui sont les petits lobes. Donc deux, voyez-vous ici, c'est deux à droite et trois à gauche, mais dans notre disposition, c'est le contraire. Puisque on doit mettre le canet, la trachée en dessous, puisque la bête, elle a la tête vers le bas. Donc on aura trois à droite et deux à gauche. Eh bien, en plein milieu, voyez-vous qu'il y a un petit lobe. Personne ne s'est posé la question, c'est quoi ce petit cœur-là? Ce petit cœur-là, on va voir tout de suite, qui s'appelle Inunita de Varda. C'est quoi ce Inunita de Varda? Eh bien, c'est un petit lobe qui ressemble à un véred, à une rose. Parce que ça a une couleur rose, et ça ressemble à une rose. On va l'appeler Inunita de Varda, c'est une excroissance, parce que on ne retrouve pas ça dans tous les poumons. Pas tous les poumons à cette Inunita de Varda. Il y a certaines bêtes qui sont ainsi. Alors maintenant, on nous dit comme ça, que pour que ce soit... Dans ce cas, c'est taref. C'est ça ce qu'on est en train de nous dire. Le bene bene, c'est-à-dire que entre les lobes de droite et entre les lobes de gauche, entre les deux, on a bene bene, on a encore un nouveau lobe qui est né. Ça, c'est une excroissance qui fait qu'elle est terefa. Rashi nous dit, regardez ici Rashi, Aval bene bene kegon le mata la arugad ke'inunita de varda shehi ben shete arugot milemata. Oh, ou bien deuxième possibilité, nous dit Rashi, et là on n'a pas de schéma là-dessus, sheyesh ahad be'emtsa ha'umma al gaba shelo keseder hitucha de une terefa. C'est-à-dire, on peut imaginer également la bête qui se tient sur ses quatre pattes, et on retrouve un petit lobe supplémentaire qui ne fait pas partie de l'anatomie classique. Eh bien, on retrouve ça derrière la Oumma. Voyez-vous, cette Oumma est juste derrière. Vous avez un petit Inunita de Varda, un petit lobe. Eh bien, là aussi, ça rend taref. Quand est-ce que c'est tolérable? Que si le yater, le lobe supplémentaire, est dans la continuité de la grappe, si on peut s'exprimer ainsi. On a une grappe et dans la continuité de la grappe, vous avez encore un lobe supplémentaire. Là, je dis que ce n'est pas tréfa. Mais lorsque c'est complètement en décalage, c'est marginal, c'est quelque chose qui sort de nulle part, qui n'a pas lieu d'être, en décalé. Quand c'est décalé, en effet, c'est taref. Comme ça. Ils ont oublié de mettre le numéro de téléphone. Ça veut dire que c'est une malformation du poumon. Tant que ça reste dans la continuité, alors c'est comme par exemple, je vais vous donner un exemple, quelqu'un qui a par exemple 6 doigts au lieu de 5 doigts, d'accord? Alors c'est toujours dans la main, un doigt de plus. Mais imaginons qu'il a un doigt qui lui sort, par exemple, en plein milieu du bras. Il a ici un doigt, ou bien en plein milieu de la poitrine, il a un doigt qui sort. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est hors nature. Donc, ce qu'on peut encore considérer naturel, c'est quand c'est dans la continuité, il y a eu un lobe supplémentaire, mais quand c'est en décalé, alors en effet, c'est une malformation. Ça fait partie des 18 tréfotes qu'on a énumérées dans la Mishnah. Oui, ça fait partie de tréfotes, comme on a dit, yater, kenatul, dami. Quand c'est en plus, c'est comme en moi. Au cas où, comme on dit tout à l'heure, je crois, au cas où à droite on doit avoir 3 et à 2 et à gauche 2, et l'inverse. Voilà, c'est dans le nombre, mais L'inverse, c'est pas bon, c'est tréfa aussi. c'est un manque. Oui, C'est un manque de- exactement, bravo. 3, 2. Dès qu'il y a une malformation, c'est un bête tréfa.
Comment vous dites? Dès qu'il y a malformation, Tout à fait. Tout à fait. 32 sauveteurs. Le cœur entre les deux. Le cœur entre les deux, 3-2. Quelque part, elle n'est pas malade, elle est pas. Non, c'est une malformation. C'est Zerakato, ça? Zerakato. Non, c'est que... Malformation, ça la rendrait très tard. C'est pas pour autant qu'elle n'est pas malade, elle n'a pas le poumon perforé, elle n'a pas le calet déchiré, elle n'a rien. On n'a pas besoin qu'elle soit... Je voudrais quand même vous lire ce que dit Rashi à propos de Halif. Pourquoi, lorsqu'il y a eu inversion de droite et gauche, pourquoi est-ce que c'est problématique? Alors l'explication, c'est que Init halfua unot hare hasera una me'amakom shitzricha liot ve'av shema shehaser biyamin nimtza bismol sof sof haser mima shetzarich להיות בצד ימין. וכשיש בה אונה יתרה, היא טרפה משום שכל יתר כנטול דמי. Alors, le problème, c'est quoi? C'est que si tu as eu inversion, alors là où il devrait y avoir 3, il n'y a eu que 2. Alors c'est Hasser. Et on ne dit pas que ça a été complété de par ailleurs. On considère que là où ça doit être, il n'y en a pas, c'est Hasser. Ne regarde pas l'autre côté. Le fait qu'il y ait encore un en plus de l'autre côté, ça ne résout pas le problème de ce côté où il devrait y avoir 3. Bon, alors maintenant, la Gemara nous raconte à ce propos de ce qu'on vient de dire maintenant, que Bene Bene Terefa, on va voir que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. Haou Bene Bene de Atalekame de Rav Ashi. Sava Rav Ashi le Mitrefa. Amar le Rav Huna Mar Bar Ivya. Kol Hane Heve Bar Yata Hachi Itlehu. Vekarula Tabahe Inunita de Varda. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a Bene Bene qui est kasher et il y a Bene Bene qui est taref. Ça dépend lorsque le Bene Bene il correspond à un phénomène assez répandu, eh bien c'est kasher. Bien que ce soit la minorité des bêtes qui soit ainsi. C'est quoi? C'est la fameuse Inunita de Varda, comme on a dit. Vous voyez ici comme un petit cœur qui sort, eh bien cette rose-là, qui sort au milieu, c'est pas dans toutes les bêtes qu'on a ça. Au contraire, la majorité des bêtes n'ont pas ça. C'est la raison pour laquelle Haou Bene Bene de Atalekame de Ravashi, lorsqu'un jour on a présenté un poumon comme celui-ci, avec une Inunita de Varda qui sortait au milieu, ça va Ravashi, les mitrefa, Ravashi voulait dire que c'est taref. Amar le Rav Huna Mar Bar Ivya. Alors Rav Huna Mar, le fils de Rav Ivya, lui a dit Kol hane hive bariata, toutes les hayot de l'extérieur, hachit lehu. Ça veut dire que il y a des bêtes qui broutent de l'herbe, qui sont dans l'enclos, qui sont domestiques, on les fait sortir, ils prennent comme ça, ils vont brouter de l'herbe qui est tendre et ainsi de suite. Ceux-là qui sont bien traités, en effet, ils ont des poumons parfaits. Mais ces bêtes qui sont des behemoth kshérot, des bœufs, toutes sortes de troupeaux qui se retrouvent à l'extérieur et qui vont un peu loin manger un peu partout dans des endroits qui ne sont pas les meilleurs, eh bien, ils ont ce phénomène-là d'avoir en plein milieu de leurs poumons, comme ça, une excroissance. Et donc, puisque Hane, Hive, Bariata, c'est Hayot de l'extérieur, Bariata c'est d'extérieur, Baraita. Achit Lehu, c'est comme ça qu'ils sont. Vekaroule Tabahe, Inunita Devarda. D'ailleurs, les bouchers, les Tabahim, quand ils vendent la viande, ils disent ah, ça c'est la petite Inunita Devarda, on connaît la petite rose là. Le mot Inunita remplaçait le Aïn avec un Aleph. Et mettez au lieu de Inunita, mettez Inunita. C'est en fait Una, un lobe, mais petit lobe, alors on l'appelle Unita. Il y a Una et Unita.
petite unita. Ça, ce lobe-là, qui s'appelle Inunita de Varda en plus, parce que ça ressemble à une rose, eh bien, il appelle comme ça. Alors ce n'est pas un problème pathologique, c'est la raison pour laquelle c'est kasher. Nachon, faut pas dire que c'est taref. Hein? Comment? Oui. Quand est-ce qu'on dit que cette Inunita de Varda elle est kasher, bien qu'elle soit béné, qu'elle soit en décalage, c'est seulement dans la mesure où c'est ce qu'on appelle migavaï, de l'intérieur. C'est quoi de l'intérieur? C'est que si tu prends la bête et tu la mets sur ses quatre pattes, elle a donc la cage thoracique qui va vers le sol, et en effet, la Inunita de Varda sort au milieu, à l'extérieur. Aval agabba afilu ketarpa de asa terefa. Mais si la Inunita de Varda, cette excroissance, ne sortait pas de ce côté, mais au contraire, ça sortait, on va dire, dans le dos de la bête, dans le dos du poumon. Pas devant le poumon, mais dans le dos du poumon. Dans ce cas-là, même si c'est une excroissance qui est petite comme la feuille d'une myrte, ce qu'on appelle tarpa des assa, assa c'est hadas. Tarpa, c'est une feuille. Tarpa des assa, comme une feuille de myrte, petit. Un petit lobe minuscule qui n'a pas lieu d'être, c'est une déformation du poumon et donc terefa. Yater kenatul dami. On voit que c'est pas une excroissance qu'on a dit. Hein? On voit que c'est pas une excroissance quand c'est dedans. Parce que si derrière on vous dit une petite feuille de myrte derrière, c'est une malformation. Donc mystama devant, si elle est grosse comme ça, c'est pas une malformation d'après tout le monde. Justement, c'est cachère. C'est ce qu'on est en train de dire. Que si c'est devant, c'est naturel. Bien que ce ne soit pas toutes les bêtes qui soient comme ça, ce n'est qu'une minorité, mais ce n'est pas une étrangeté. C'est pas quelque chose d'étrange. Tandis que si c'est au-dessus, derrière, alors dans ce cas-là, c'est même un tout petit, comme un petit lobe minuscule, c'est une malformation et taref. Hein? Après ça, on peut philosopher. Est-ce que d'après Rabbi Ishmael ou d'après les Chachamim? D'après Rabbi Ishmael, ça rentre dans le cas des 18 réfot, et d'après les Chachamim, en effet, ça peut être un problème de viabilité. Maintenant, on peut dire que ça c'est quelque chose encore à vérifier. Ça c'est ce que j'avais écrit la première fois que j'avais étudié Houlin. Je retrouve ça. Ça, c'est à prendre ou à laisser. Tsarich lomar, shedin atrefut, sheyesh mitzad, yater kenatul dami, zelo mitzad she'arshav behemazu, ena yechola lihyot. Et là, zerak, comme ça écrit en français, statut, shedanim ota ki ilu hin arshav netula, mimena ha'everazé. Ki ilu arshav hainu notli mimena et ha'everazé. Qu'est-ce que ça veut dire? Étant donné que la règle est yater kenatul dami, s'il y avait un lobe en moins, alors en effet, elle ne peut pas vivre. Maintenant, elle a un lobe en plus, elle peut vivre. Mais étant donné que la règle est qu'au niveau du statut, le yater, c'est comme natul, un en plus, c'est comme un en moins, alors on lui donne le statut de un en moins. Et quel est le digne de un en moins? C'est un rêve, pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas vivre. Alors, bien que maintenant, elle est viable, mais elle a un statut de non viable. Non, le lobe au milieu, on a dit que Bichlal, ça c'est dans la nature. Ça c'est même pas yater, ça s'appelle pas yater. Mais moi je parle du yater. Quand on a dit par exemple, il y en a un en plus, au lieu d'en avoir 3, il y en a 4. D'accord? Pourquoi est-ce que ce n'est pas cachère? Pourquoi c'est pas cachère? A priori, si on va d'après la viabilité... Non, excusez-moi, pardon. Dans la continuité, on a dit que...
c'est Nachon. Donc, je reviens, donc, parce que... Alors, Vous donnez l'explication. répétons. Yater dans la continuité, c'est Besséder. Yater dans Inunita de Varda, c'est Besséder. Lequel Yater qui n'est pas bon, c'est quand c'est derrière. On a une excroissance derrière sur la Houma, alors dans ce cas-là, on a dit que c'est pas cachère. D'accord? Alors maintenant, pourquoi ce n'est pas cachère? Quel est le problème? Alors, est-ce que c'est un problème de viabilité? C'est à vérifier. S'il y a un problème de viabilité, alors la question ne se pose même pas. On comprend pourquoi c'est Terefa. Mais si on dit qu'il n'y a pas de problème de viabilité, alors pourquoi c'est Terefa? Encore d'après Rabbi Ishmael, je peux entendre ce qu'il dit, L'achal et Moshe Misinaï, et on peut comprendre. Mais d'après le Hachamim qui disent que c'est un problème de viabilité, pourquoi ce serait Terefa? Ouais, bon. Alors qu'est-ce qu'on peut répondre? Puisque quand elle est comme ça, la bête, normalement, tout ce qui peut gonfler, ça gonfle de devant. Maintenant, si la pression dans les poumons est tellement forte que même de derrière ça pousse, c'est qu'elle a un problème d'insuffisance respiratoire. À ce moment-là, ça peut pousser en arrière, elle est de ventre, elle est de bronche. Voilà, Rabbi Yosef essaye de donner une explication. Oui, évidemment. J'aurais été beaucoup plus riche si j'étais vétérinaire. Anatomie. Dans la mesure où c'est vrai, c'est mieux. Si c'est vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'en effet, il y a un problème de viabilité. N'étant pas vétérinaire, je ne sais pas si oui ou non, mais Rabbi Yosef a expliqué qu'on peut comprendre qu'au niveau anatomique, il pourrait y avoir une pression par cette excroissance qui fait que, en effet, il y a une insuffisance respiratoire. Mais peut-être que quand c'est si petit comme une feuille de myrte, Ça témoigne que la pression est tellement forte que ça pousse de derrière. Dans un endroit où ça ne devrait jamais pousser. c'est le cardiologue qui parle, je ne vais pas remettre en cause. Alors ça c'est une possibilité. Et si c'était vrai, alors c'est beaucoup plus digeste. Pourquoi? Parce qu'au moins ça nous explique que cette bête n'étant pas viable, elle est Terefa. Mais si nous considérons qu'en effet, une petite déformation comme celle-là ne porte pas conséquence au niveau viabilité, Nahon, alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'elle est Terefa? Là, je dis, c'est ce que j'ai écrit ici, que peut-être que c'est un statut de Yater Kenatul Dami, puisque un membre en plus égale un membre en moins, puisqu'avec un membre en moins, elle ne peut pas vivre, alors elle a le statut de non viable, elle est Terefa au titre d'un statut, et pas au titre d'une réalité. Vous voulez dire quelque chose? Une chose, on voit ça par rapport à une bête. À l'époque où ils ont écrit ça, il n'y avait pas des millions de vaches de différentes traditions. Vous avez des vaches Holstein, des vaches de ci, des vaches... Tout. Moi, je me pose la question, est-ce qu'ils n'auraient pas pu continuer, toujours dans la même lignée, à savoir si c'est le même type de bétail qui a le même problème? Est-ce que c'est... Parce que là c'est unique. On prend un cas unique. Moi, j'élève maintenant ça, les vaches qui sont en Normandie, qui sont en Hollande, qui sont aux États-Unis, qui sont... Par exemple, on mange beaucoup de viande d'Argentine. Est-ce qu'on a trouvé, quand ils ont fait le shrida, tous ces bétails-là, ils ont trouvé un défaut comme ça sur le bétail d'Argentine? Ça, c'est une vraie question. Pour savoir par rapport à quelle variété de race de bétail on peut trouver ce défaut ou pas. Parce qu'ils ont du Varda. C'est les Argentins. Il y a la réponse dans votre question. La réponse, oui. C'est ce qu'on a dit que oui. Qu'en effet, il y a les bêtes qui vivent dans certaines conditions, d'autres dans des conditions habituelles classiques. C'est ce qui fait la différence. Donc ce n'est pas considéré comme un phénomène hors nature. Et quand la première fois qu'on a fait la paradouma, est-ce qu'on a remarqué ce défaut ou pas? La paradouma, elle était plus que parfaite. Ah, Évidemment, la question Surtout qu'ils l'ont voulu comme ça l'a vérifié. Ils l'ont voulu. comme si une bête elle a deux cœurs, elle n'est pas bien non plus. Alors, on pourrait se poser la question, qui peut plus se poser la question qu'elle a deux cœurs? Normalement, elle devrait pouvoir vivre mieux. Apparemment, médicalement, je ne sais pas, mais je pense que médicalement... C'est la même discussion de tout à l'heure. C'est ça. Non, mais si elle a deux cœurs, c'est-à-dire que... Je ne sais pas si en médical, je ne connais pas, mais j'ai une chose en électricité, c'est le problème. Mais on vient de dire maintenant que Yater Kenatul Dami. C'est ça.
Oui, mais ça veut dire qu'elle n'est pas viable. Pourquoi? Non, vous n'avez pas entendu alors vous n'avez pas entendu la discussion. On peut avoir deux explications possibles. Il est terre qu'elle a tout le temps, mais c'est un statut, c'est une loi. C'est ça. Soit qu'on dise que c'est une loi qui est implacable, et par conséquent, il n'y a plus de discussion. Viable ou pas viable, c'est plus le sujet. Soit que, en effet, quand il y a un organe vital qui se retrouve dans une excroissance, comme un doublon de cœur, comme vous dites, eh bien, en effet, il est fort possible qu'il y ait un problème de vitalité, de viabilité. Apparemment, c'est encore pire. Amar Rafram, Hayrea de Damia le Ufta Terefa. Rafram nous dit que un poumon qui ressemble à une bûche de bois est taref. La Gemara cherche à comprendre c'est quoi cette histoire, c'est quoi cette comparaison. Ika de Amre behazuta, veika de Amre begishta. Certains disent qu'il s'agit de la couleur, et d'autres disent qu'il s'agit du toucher, de la sensation au toucher. Il y a ceux qui disent que la comparaison entre le poumon et la bûche de bois, pour dire que dans ce cas, c'est taref. Certains disent que si ça ressemble au niveau de la couleur à un copeau de bois, c'est taref. D'autres disent que non, on ne parle pas ici de couleur, on parle de sensation au toucher. Ika de amre de nefiha, vika de amre de pahiza. Qu'est-ce que ça veut dire de nefiha? C'est lorsque l'on gonfle le poumon, on souffle dans le poumon et on le gonfle, eh bien finalement, la couleur va ressembler à celle d'un tronc de bois, une bûche de bois lorsque vous avez coupé, eh bien vous n'avez pas une couleur d'un poumon normal, mais vous avez la couleur d'une bûche de bois. Ça, c'est problématique. Lorsque vous gonflez le poumon et que vous avez maintenant une couleur comme celle-là, c'est pas cachère. Veika de amre, des pahiza. Il y a ceux qui disent que c'est au niveau de la sensation du toucher, c'est-à-dire que quand vous allez souffler sur le poumon et que vous le caressez, vous sentez que vous caressez du bois. Ça veut dire que c'est tellement dur, c'est dur comme du bois. Alors que normalement, le poumon, c'est comme du foie, c'est tendre, c'est mou. Et là, vous avez un résultat au toucher. Quand vous touchez, vous avez l'impression que vous touchez du bois. Pas cachère. Veika de amre, de shia, de litla hitucha de une. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a ceux qui donnent une autre explication par rapport à ce qu'a dit Rafram, qu'un poumon qui ressemble à une bûche de bois est taref, dans le sens où ça ressemble à une bûche de bois, à une branche. Il n'y a pas de découpage. Et on a au lieu d'avoir 3 lobes à droite et 2 lobes à gauche, les 3 unotes à droite et les 2 unotes à gauche, on a ici comme un seul bloc. En fait, ça fait un seul bloc, comme si on avait une seule bûche de bois. Alors qu'on devrait avoir à l'intérieur des renfoncements. Entre un lobe et l'autre, on devrait avoir un renfoncement. Or ici, il n'y a rien du tout. C'est un seul bloc. Is not good. C'est de cela qu'il s'agit. Maintenant qu'on a, parmi les différentes interprétations que donne la Gemara par rapport à cette comparaison qu'a faite Rafram en disant qu'une réa qui ressemble à une bûche de bois est taref, et certains ont voulu dire qu'il s'agissait de la couleur, la Gemara maintenant va nous donner des détails de couleur. Amarava, kekohla keshera. Si on a un poumon qui ressemble au khol, c'est-à-dire un petit peu comme la couleur bleue, ce qu'on met autour des yeux, les femmes mettent autour des yeux. C'est tseva harakia, le khol, ici dit que c'est ketseva harakia, kekohala. Regardez s'il vous plaît, Rashi en haut, première des petites lignes de Rashi. Kohala, tseva, kahol, sheu kemar'e azur. Lo yarok velo shahor. C'est ni vert ni noir.
Alors, un poumon qui est de couleur bleu-azur, c'est kasher. Kediota, terefa. Si ça a la couleur du dio, Rachidi, koret dio yavesh veu shahor. Si le poumon est noir, alors là, la bête est terefa. De Amar Rabbi Hanina, shahor, adomhu, ela shelaka. C'est-à-dire, Rabbi Hanina nous a enseigné une halakha à propos d'une femme nida. Une femme qui a eu un écoulement de sang, elle est nida. Mais si elle a un écoulement d'une substance qui est noire, est-ce que c'est du sang ou c'est autre chose? C'est une sécrétion qui n'est pas du sang. Et donc, elle n'est pas nida. Qu'est-ce qu'on aurait dit, nous? On aurait dit, noir, c'est pas rouge. Rabbi Hanina nous dit que, en fait, ce noir-là, c'était du rouge. C'était du sang. Adomhu. Et là, chez l'aka. Qu'est-ce que ça veut dire l'aka? C'est abîmé. Ça a tourné du rouge au noir, mais c'était initialement rouge. La même chose. Un poumon noir, c'était un poumon rouge qui ensuite est devenu noir. Donc il va forcément pourrir. C'est une nécrose qui fait que ce poumon-là va être, comme dit Rashi, sopho lirakev velinakev. Ce poumon va finir par pourrir et par se perforer. Donc maintenant, c'est vrai que quand on regarde le poumon, il a l'air intact à l'extérieur, à part la couleur. Mais on te dit cette bête n'aurait pas été viable. Elle était terefa. Car si on l'avait laissée telle qu'elle était, eh bien, elle serait morte de toutes les façons. Mais le bleu, non. Le noir, c'est du rouge digéré. Ouais. Du sang digéré. Yeruka Keshera. Maintenant, quel est le din si elle est Yarok? Qu'est-ce que c'est que Yarok? Rashi nous dit Yeruka Kemin Asabim. C'est vert, comme l'herbe. Comme de l'herbe. Yeruka Ke Asabim, nous dit Rashi. Eh bien, c'est kasher. Très étonnant. Écoutez ce que dit la Gemara et à quoi elle compare pour dire que c'est kasher. Keshera mide Rabbi Nathan. Et on va voir après c'est quoi l'explication de Rabbi Nathan. Également, Adouma Keshera. Si elle est très rouge, si le poumon est très rouge, d'accord? Normalement, le poumon n'est pas rouge. Pour ceux qui... Il est rose, bravo. Et là, on parle du rouge. Eh bien, c'est aussi kasher. Et ça aussi, pour quelle raison? Mide Rabbi Nathan. Quel rapport avec Rabbi Nathan? Detania. La Baraïta nous relate l'enseignement de Rabbi Nathan. Rabbi Nathan Omer, Pa'am achat halarti lekarche hayam, bata ishale achat lefanai, shemala et bena rishon umet, hasheni umet, hashelishi eviato lefanai, reitiv sheaya adom, amarti la biti, hamtini lo, achi balabo damo, himtina lo, umala oto, vehaya, vehayu korim oto, Nathan habavli, al shemi. Rabbi Nathan raconte une histoire. Un jour, j'ai voyagé outre-mer. Et voilà qu'une dame qui vient me voir, elle me dit que malheureusement, ses deux premiers bébés, quand elle leur a fait la mila, ils sont morts. Et là, elle avait un troisième enfant. Elle pose la question au Rav, est-ce qu'elle lui fait la mila ou pas? Quand il a vu qu'il était rougeâtre. C'est-à-dire que sa peau était sanguine. Alors, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, ma fille, attends un petit peu, chez Balarbodamo, ce sang qui se situe à l'extérieur, dans la partie superficielle de sa peau, c'est que ce sang n'a pas encore été bien imprégné dans son corps. C'est pour ça qu'il était hémophile et que immédiatement le sang giclait et il se vidait de son sang. Attends un moment que ce sang soit bien intégré dans son corps et là tu lui feras la mila. Et c'est ce qui s'est passé. Il a survécu et ils lui ont donné le nom de Nathan Abavli comme je m'appelle. Exactement. Esav également était comme ça, mais après quand il a grandi il voulait plus.
l'enfant, c'était la Il n'était taille. pas Hein circoncis, ça. Non. Il n'était pas circoncis, ça. Il Comment n'était pas circoncis, ça. Il a refusé. Mais il était hémophile ou pas? Au début, il était rouge, ils ont cru que c'était un problème. Ils ne savaient pas qu'il était rouquin. Ils ont cru que c'était une couleur rouge qui était liée à un manque de maturité physique. Et qu'il fallait le laisser attendre. Il fallait laisser qu'il arrive à cette maturation, que le sang soit bien intégré. Mais il s'est avéré finalement que ce n'était pas ça le problème du tout. La preuve, c'est que même en grandissant, il restait rouge. Parce qu'il était rouquin. Admonie. Et quand ils lui ont dit, alors ça y est, c'est bon, on a vu que tu n'es pas malade, viens faire la mila. Il dit non, non. En fait, c'est le poids qui doit être mis. C'est ça qu'on attend. C'est pas que le sang qui doit rentrer dans les... C'est une manière de parler, ça. Le foie, normalement, il est le plus mûr quand tout est normal, au 8e jour, quand on fait la mila, pour la coagulation. Hein, comme par hasard. Mais maintenant, eux, ils ont une maladie. C'est pas nombreux. Donc, on entend qu'ils puissent avoir l'évolution du foie de manière à ce qu'il soit potable de la coagulation pour les autres où ils sont faibles et qui ne sont pas nombreux. C'est ça, on attend. C'est ça. C'est sympa, Ouais. mais je vais vous dire que... Mais c'est beau, mais parfois c'est faux. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez que le din de la Mila au 8e jour, c'est pas dans tous les cas que c'est nécessaire. Par exemple, il y a ceux qui pensent que Yotse Dofen, c'est-à-dire un accouchement par césarienne, certains disent que ça n'a même pas besoin d'attendre le 8e jour. Dès le premier jour, on peut lui faire la Mila. Comme c'est écrit, Isha kitazriya v'yalda zachar, v'tam'a shiv'at yamim, ou bayom hashemini immol besar orlato. C'est-à-dire que, quand est-ce qu'il y a le din de bayom hashemini, ce n'est que lorsque tazriya v'yalda zachar par voie naturelle. C'est yalda leda. Mais si c'est par nitouar kisari, césarienne, dans ce cas-là, il n'y a pas le din de Yom Hashmini. Déjà le premier jour. Il y a également dans la Mila de... Excusez-moi, mais on fait le premier jour pour des césariennes? On attend 8 jours quand même ou pas? D'après une opinion, oui. Mais de toute façon... Mais d'après d'autres... Mais médicalement parlant, le sang coagule au bout du 8e jour. C'est prouvé. C'est ce qu'il a dit. Non, mais c'est pour tout le monde, c'est le général. Mais nous voyons que, en effet, parfois, par exemple pour la Mila des Avadim, le Eved, le Adon, peut faire la Mila à son Eved Kenaani. Tu achètes un Kenaani, un Eved Kenaani, eh bien tu n'attends pas 8 jours. Mais il est adulte. Non, je l'ai acheté quand il était bébé le premier jour. C'est un autre cas, Hein? c'est un cas spécial. Oui, mais si on dit que c'est un problème physique de coagulation, comment ça peut se faire? Bilirubin, c'est le problème. Non, Oui, on attend non. le 8e jour quand même. Non. Par rapport à la médecine. Je viens de vous dire que la mitzvah, c'est le premier jour. Non, moi, je fais une différence entre les gens qui sont normaux et les gens qui sont malades. Les gens qui sont normaux, même on a le 8e jour, c'est un des pics de la coagulation. C'est pas forcément, tu peux avoir la mire bien avant, il n'y aura pas de problème. Mais comme si Dieu te donne un maximum d'assurance, c'est tout, mais tu n'as pas besoin d'avoir une Mercedes pour aller acheter ton car à côté. C'est la Mercedes pour acheter le car. Mais les autres, ils n'ont pas de Mercedes, ils n'ont pas de voiture. Alors peut-être qu'ils ont une pique de chevaux à 3 mois. Puisque vous voulez entendre des... La différence. Puisque vous aimez les explications comme ça, hein, Non, non, non. Alors- je vais vous en donner d'autres. Non, mais il y a des choses. Je vais vous en donner d'autres. Des outils spécialisés comme ça, il y a Le gabi, Il y en a qui disent, Et- il y en a qui disent comme ça, parce que j'ai entendu, j'ai posé une question à un médecin, et il m'a répondu comme ça, il m'a dit que le taux de bilirubin, c'est-à-dire le taux de la jaunisse, au départ, il est très C'est élevé, pas moi. il descend pendant les 7 jours et il remonte au 8e jour. C'est très très bien toutes ces explications, mais ça reste que des explications philosophiques. Voilà. Je vais vous donner encore une autre explication. La Gemara dit au nom de Rabbi Meir, pourquoi la Torah dit que la Mila c'est au 8e jour? C'est parce que la maman, la mère du garçon, elle est comme une nida pendant 7 jours. Donc elle est interdite à son mari pendant 7 jours. À partir de quand elle devient permise à son mari? À partir du 8e jour. C'est là où elle peut aller au mikvé et devenir permise. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité parce que
de nos jours, on attend cessation totale du saignement jusqu'à ce qu'elle arrête de saigner et qu'elle fasse toute la procédure de Hefsek et tout, n'est-ce pas? Ça, c'est pas Minatora. Minatora, c'est ce qu'on appelle Dam Tohar. Après 7 jours où elle est Méa pour un garçon, ou 14 jours où elle est Méa pour une fille, elle peut aller au mikvé, et bien qu'elle va saigner, ce sang-là va s'appeler Dam Tohar, du sang pur, pendant 33 jours supplémentaires pour un garçon, pendant 66 jours supplémentaires pour une fille, et après cette période-là de 40 jours pour un garçon ou 80 jours pour une fille, elle apportait un korban au Beth Amikdash, le korban yoledet, et désormais elle pouvait même rentrer dans le Beth Amikdash, chose qui lui était interdite, bien qu'elle était permise à son mari, mais elle ne pouvait pas pénétrer le Saint-Temple, elle ne pouvait pas manger des korbanot. Bechol kodesh lo tigar ve'el amikdash lo tavo ad melot yemei tahora. Ça c'est le din minatora, et Rabbi Meir disait que c'est la raison pour laquelle la Torah a fixé la brit mila d'un garçon au 8e jour. Pourquoi? Car pendant les 7 jours, elle est interdite à son mari. Alors au moment où on invite tout le monde à la brit mila, tout le monde est heureux, tout le monde est joyeux. Il y a une brit mila. Si les parents étaient interdits l'un à l'autre, si on avait fait la brit mila par exemple au 3e jour ou au 1er jour, alors papa et maman ne peuvent pas se toucher. Ils sont dans la hatzvut. Quoi? Kol ha'olam semechim ve'avi ve'imo atzevim. Les parents, ils sont tristes. Nachon. Eh bien, c'est la raison pour laquelle la Torah dit, attendez, brit mila au 8e jour. Pourquoi le 8e jour? Parce que le 7e jour au soir, la maman est déjà partie au mikvé. Donc au moment de la brit mila, papa et maman peuvent se toucher, ils sont heureux, ils sont joyeux. Alors ça, c'est une raison. Ça reste une raison philosophique. Ah, encore, vous voulez une autre raison? Le Or HaHaim HaKadosh. Comment? C'est-à-dire? Comme on fait la brit mila le 8e jour, donc on autorise la femme d'aller au mikvé le 7e jour. Non. Rabbi Meir dit Mipnema Amra Torah Mila Lishmona. Rabbi Meir dit pourquoi la Torah nous a donné une mitzvah de 8 jours. Elle a dit que la mitzvah de Brit Mila c'est au 8e jour. Pourquoi? Il est en train d'expliquer pourquoi la Torah, elle, a dit que la Mila au 8e jour. Parce que si la Mila était avant, eh bien dans ce cas-là, il y aurait eu une tristesse pour les parents au moment de la joie de tous. Hein? Pourquoi on n'en tient pas compte aujourd'hui? Parce qu'il y a une grosse confusion possible par rapport au sang. Car les gens ne vont pas comprendre qu'est-ce que c'est. Elle a saigné, elle était permise. Elle a saigné, interdite. Les gens, malheureusement, très vite font des confusions. Vous voulez encore une autre raison? Or HaHaim HaKadosh, dans Parashat Bereshit, nous explique que le Shabbat, c'est Shabbat Vayin Nafash, Vayin Nefesh. Le Nefesh du monde, c'est le Shabbat, c'est l'âme du monde. Il nous explique que sans Shabbat, le monde serait réduit au néant. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que depuis la création du monde, il y ait toujours un Shomer Shabbat. Il y avait Adam Arishon, Hevel, Hanoch, Metushelah, Noach, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Am Israël, et depuis, ça n'a jamais arrêté. Sous-entendu que si le monde avait eu un seul Shabbat, sans qu'il y ait un seul observant du Shabbat, le Shabbat serait sans âme. Shabbat, Vayin Nafash, Vayin Nefesh. Le Shabbat, c'est le Nefesh du monde. Et il dit, c'est la raison pour laquelle tu vas voir que la Brit Mila, elle ne peut se faire qu'à partir du 8e jour. Car il ne peut pas y avoir 8 jours sans que le Shabbat soit passé. Puisque le Shabbat est passé, l'enfant a atteint sa maturation. Il a maintenant son nefesh. Sans cela, quelque part, il lui manque une partie essentielle de la vie. C'est la raison pour laquelle le korban d'un animal ne peut avoir lieu qu'après 8 jours de la naissance du petit. Nachon, Shor o kesev o ez ki valed, vehaya shivat yamim tahatimo, ou bayom hashemini, miyom hashemini val ayerat sele korbani shel Hashem. Et à partir du 8e jour, on peut en faire un korban.
Il dit pourquoi? Parce que la bête n'est pas finie tant qu'on n'a pas le Shabbat. Alors, vous voulez des raisons, on peut en trouver, mais une fois de plus, vous savez quel est mon sentiment par rapport à tout ce qui est raison. J'appelle ça la philosophie. On est en train d'étudier de la halakha, arrêtons avec la philosophie. Nahon. La halakha est que c'est strict, c'est rigoureux. Lorsque ça a changé de couleur, c'était rouge, viable ou pas viable. On te dit, Rabbi Nathan a dit, c'est une question de maturation. Attends un petit peu. Dès que le sang va s'intégrer à l'intérieur du membre, du corps, eh bien tout ira bien. C'est comme ça qu'il a pu sauver la vie du troisième enfant qui a fait la Brit Mila, et tout allait bien. On l'a même nommé sur le nom de Nathan Abavli par gratitude. Il a raconté une histoire similaire avec un enfant qui avait une autre couleur. Non pas rouge, mais il va voir qu'il était yarok. Là, on peut parler de jaune. Jaune et yarok, parce que jaune et vert, ce sont deux couleurs qui sont proches l'une de l'autre. Lisons, avec la jaunisse, comme vous dites. Hazak. Et maintenant, Veshuvpa Mahat Alarti Limdinat Kapotkia, Bataisha Lefanai. J'étais dans ce pays qui s'appelle Kapotkia, et voilà qu'une femme qui vient me voir. Chez Malabna Rishon Umet, Hasheni Umet. Les deux premiers enfants, malheureusement, sont morts après la Mila. Chez Lishi Eviato Lefanai, Raïtiv, chez Haya Yarok. Et donc, cette fois-ci, j'ai vu que celui-ci était Yarok. Il avait de la jaunisse. Hitzatz Tibo velo hayabo damberit. J'ai vu qu'il lui manquait du sang. Ça veut dire que il n'avait pas encore, il n'était pas bien formé. Amartila biti hamtini lo. Attends. Hachi pol bodamo. Jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de sang, que son circuit sanguin soit parfait. Himtinalo umala oto vehaya. Vehayu korimoto Nathan Abavli al Shemi. Elle a attendu, et c'est comme ça que ça s'est passé. Ils l'ont appelé Nathan Abavli. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Eh bien, de Rabbi Nathan, on apprend qu'une réa qui est rouge, ou bien une réa qui est jaune ou verte, elle est cachère. Voyez-vous? Ce qu'on veut nous dire, c'est que la bête, elle est viable. C'est une question de temps. Puisque Terefa, c'est une bête qui n'est pas viable, à partir du moment où on a vu qu'un être humain qui était trop rouge, ou qui était trop jaune, qui ressemble au vert, ça a guéri, c'est une question de temps, eh bien la même chose. Je ne peux pas considérer qu'une bête qui a un poumon trop rouge, ou un poumon vert, je ne peux pas dire qu'elle n'est pas viable. Certes, elle n'est pas en bonne santé, elle est malade, mais ce n'est pas une maladie mortelle. Puisque ce n'est pas mortel, donc c'est cachère. Amar Rav Kahana, ke kavda, keshera, ke bisra, terefa. Eh bien, Rav Kahana nous dit que un poumon qui est aussi rouge que le foie, eh bien, dans ce cas-là, c'est vraiment mortel. Elle sera... Pardon, excusez-moi. Très rouge, c'est cachère. Mais par contre, kebisra, si ça ressemble à la couleur rouge du bassar, c'est taref. Regardez s'il vous plaît Rashi. Kekavda keshera, rea shemar eshela domele kaved, keshera, kebisra, terefa. Étonnamment, si le poumon ressemble à la couleur rouge de la chair, ce n'est pas cachère. Regardez s'il vous plaît Rashi. Un Rashi indispensable. Ve'achi kaim lehu. De behachi avia lakuta. Ou behachi lo avia lakuta. Ça veut dire que ça, ce sont des traditions. Ce n'est pas des choses qu'on peut inventer. Il a dit c'est comme ça que kaim lehu, on a reçu, et c'est comme ça qu'on tient qu'une bête qui a un poumon qui est comme le foie, rouge comme le foie, elle est viable. Celle qui est rouge comme la viande, eh bien, ne sera pas viable. Il y a rouge et rouge. Très difficile.
la différence? Il y a des différences. Un, c'est la chair, et l'autre, c'est les viscères. Les viscères sont de la même couleur, je trouve. Vesimanach. Il y a même un mnémotechnique. Ou bassar, bassadé, terefa. Un bassar, ça veut dire la couleur du bassar, terefa. Ça n'a rien à voir avec le pasouk. C'est un pasouk qui parle de terefa, on ne parle pas du tout du poumon. Mais c'est pour se rappeler. Rappelle-toi, la couleur du poumon qui ressemble au bassar, terefa. Bassar, bassadé, terefa. Bassadé, c'est le poumon. C'est pas de la philo, là c'est juste pour se rappeler. Mnémotechnique. Bassadé, ça veut dire le poumon. Hein? C'est comme ça qu'il faut le voir. Bassadé, ça veut dire le poumon. Mais non! Bassadé, c'est le chant. Mais c'est juste pour se rappeler. Vert. Non! C'est rouge, Bassari. Si la couleur du poumon est la même couleur. Bassadé, le trou de l'herbe, parce que c'est Mais non, on laisse l'herbe de côté. C'est sans herbe. J'essaie de comprendre comment que ça marche. Bassar, ça j'ai compris. Ou bassar. C'est quoi Bassar? C'est comme Rouge. Si c'est rouge. Bravo. Rouge. De quoi on parle ici? De réa, du poumon. Poumon qui ressemble au bassar, terefa. Qui est rouge comme le bassin. Bravo. D'accord. Ok. Oui, parce que c'est un viscère, c'est pas une chair. C'est ça, Je vous dis franchement, Ouais. c'est que cette couleur rouge, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est visible à l'œil nu. C'est-à-dire, mais seulement, il faut être assez habitué. Pour un boucher qui a l'habitude, un chorette qui a l'habitude, il en a vu des milliers. Alors quand on lui dit un poumon rouge comme le foie, il sait c'est quoi le foie. On lui dit rouge comme la chair, il sait c'est quoi la chair. Nous, pour nous, ça nous paraît, mais rouge et rouge, attends, franchement, de quoi tu parles? D'accord, parce que nous, on est des novices, on n'est même pas novices. Hein, comment? Exactement. Voilà une vraie couleur. Voilà. Une vraie couleur. Regardez. Voilà, ça c'est le foie et ça c'est le poumon. Tu vois, un plus foncé que l'autre, mais ça n'a rien à voir avec le rouge de la chair. Ça n'a rien à voir. Regarde. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la chair, c'est vraiment rouge. Ça n'a rien à voir. C'est bon? Ouais, ça n'a rien à voir. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Bravo. On continue. Amarav Sama Berederava. Hayrea de Damia Kekshuta ou Kemorika Vekegon Beata Terefa. Et là encore, on va parler de couleur et c'est très dur, très difficile parce que on n'est pas très habitué. En tout cas, voilà. Un poumon qui ressemble à Kshot. Rashi explique Kshot, Yeroka, Veloke Asabim, et la Kemar Ekshuta, Umlon. O Kemar Emorika, Charkom. O Kemar Ebetza. Vechol Ele Minyarok Hen, et là chez eux Meshune Mise. Vechol Mar Ekrug, Nikra Yarok. Qu'est-ce que ça veut dire? Même dans le vert, il y a vert et vert. Vous avez le vert poireau. D'accord? Vous avez le vert qui est comme du... comment on appelle ça? Le jaune qui ressemble au charkom. Le curcuma. Ou bien vous avez le jaune qui ressemble au jaune d'œuf. Il dit tout cela, Rea de Damia Kikshuta, ou bien Kemorika, ou bien Keberata, Terefa. Ah, il est parti loin. Ouais, c'est un peu. On va sécher là. Il répond plus. Comme ça, voilà. J'ai un problème, moi, de commande. Toutes les commandes auxquelles je touche, ils sont. Vous avez pas d'excessif. Il y a d'autres qui partent au bout des autres. Ne touchez pas les blancs. Alors, Bekitz, nous avons ici 3 couleurs, vert, jaune, et c'est pas bon. Le jaune du curcuma, le jaune d'œuf, ou bien le vert poireau, enfin le vert qui ressemble au kshot, qui est une sorte de oumlon, comme il nous explique Rashi, eh bien, is not good. Mais si ça ressemble au asabim, c'est kasher. C'est très très dur. Qu'est-ce que ça veut dire?
Asabim de l'herbe. Le verre qui ressemble à de l'herbe, c'est kasher. Du verre qui ressemble au kshota, c'est du houmelon, eh bien, c'est du verre. Mais il y a du verre et du verre. Je ne saurais pas vous dire. Hein? C'est une plante. Alors, Rachid dit houmelon. En français. Nous, on l'appelle houblon. D'accord. Oui, pour faire la bière. Oui, c'est du houblon en français, mais le Rachidi, dans l'ancien français, il dit houmelon. Ok. On fait tous les verres. Non, mais la proposition, pardon. Non, il y a un verre qui est cachère, et il y a un verre qui n'est pas cachère. La différence entre eux, je ne connais pas. Rachid nous dit Ka'asabim cachère, comme Kshota pas cachère. À mon avis, c'est comme la couleur qu'il a. Pardon, il faut ça dépend du pays. L'herbe n'a pas la couleur, le même vert dans tous les pays du monde. Vous allez en Inde, vous allez en Angleterre, vous allez en France, en Israël, le vert n'est pas le même. Vous nous avez coupé l'herbe sous les pieds. Là, c'est pas la philosophie, c'est la nature verte de la couleur. Azak. Alors maintenant, on continue. Mais le pire, c'est que et la Yeruka d'Ekshera Echidamia, Kekarti. Mais le pire, c'est lequel verre qui est cachère, c'est le verre poireau. Le verre poireau, c'est cachère, et le verre kshuta, comme le houblon, n'est pas cachère. Répétons. Le verre qui est asabim, cachère. Le verre qui est asabim, cachère. On l'a déjà vu. Alors maintenant, la Gemara nous rajoute. Et lequel verre qui est cachère, c'est kekarti, comme le verre poireau. Lequel verre qui n'est pas cachère, c'est le verre pâle, qui est comme le houblon, qui est proche du jaune. Et lequel jaune qui n'est pas cachère, comme le curcuma et comme le jaune d'œuf. Alors on va dire comme ça. Le verre, plus il est fort, plus il est cachère. Plus il est faible, plus il est pâle, et moins il est cachère. Le jaune, pas cachère. On a vu curcuma et jaune d'œuf, pas cachère. Non. Le jaune, on a dit que c'est pas cachère. Vous parlez de quoi, de la jaunisse. Oui, c'est vrai qu'on avait vu Rabbi Nathan qui avait dit que le Yarok, lui, il avait dit que c'était cachère. Rabbi Nathan, en effet, Rabbi Nathan avait dit que c'était cachère. Il faut penser que ce verre, c'est le verre qu'ils disent maintenant. Regardez, Yeruka, Keshera, mais des Rabbi Nathan, c'était quel Yarok? C'était lequel? Qui est Asabim. Mais pas le Yarok et c'est Yarok et Karti. Répétons. Yarok et Karti, Yarok et Asabim, c'est cachère. Le jaune n'est pas cachère. Yarok et Asabim. Vert pâle. Plutôt vert pâle, ou plutôt plus vert foncé, puisque on vient de dire maintenant que le vert qui est permis, c'est qu'écarti, c'est le vert poireau. Le vert poireau. Entre les deux verres, parce qu'il y a deux manières d'avoir le verre dans la carrière. Un, c'est que les globules rouges, elles explosent tout, et deux, ça empêche la bille de sortir. Donc il y a deux manières. Vous entendez là? Voilà. C'est très important. Voilà. Moi j'ai assisté à une tahara et de quelqu'un qui était malade. Malheureusement, la couleur du corps de cette personne malade, c'était carrément vert. C'était non mais parce que hein? On dit verdâtre. C'était verdâtre. Quand il est sur de s'évanouir, quelqu'un, vous allez voir, il va devenir. Chez Miatzilenu, quand c'est une hépatite, et la couleur du corps, c'est terrible. Même quand il est encore vivant, mais quand il est mourant, chez Miatzilenu, vous voyez. Non, Jeanne, c'est quand c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Pour un être humain, ça, au début. Mais disons qu'il y a une différence en fonction de. Excusez-moi cette assertion. Quand je participais à des autopsies en tant qu'OPJ, en forêt, un jour, il y a une jeune fille qui avait pris des barbituriques. Le corps devenu tout bleu. Bleu. Les trucs ont donné du corps bleu.
Ensuite, on s'est dit, mais comment ça? Elle est bleue, il y a de la végétation et tout. Tout ce qu'elle avait pris comme drogue et tout pour se tuer a été devenu corps bleu. De ma vie, j'ai jamais vu ça. Donc vous voyez que ça existe. Il y a des phénomènes qui sont surprenants, choquants. Alors, je ne saurais pas vous donner maintenant donc des couleurs précises au niveau du vert et du vert. Le vert qui est kekarti ou qui est asabim, qui est kacher, ou le vert qui est plutôt comme du houblon, ou jaune comme jaune d'œuf et jaune curcuma, ça on peut l'imaginer, mais le vert, c'est très compliqué. Ok. Amar Ravina atum barea. Maitinan sakina vekar'inan la. Idba mugla. Vadai mehamat muglahu kshera. Veilo motvinan ala gadfa uruka. Imebats betsa keshera veilo terefa. Si on retrouve dans la Réa un endroit qui est bouché, c'est-à-dire que on souffle après le. Et le lobe ne gonfle pas. Après la shhita, on prend le poumon, on le gonfle. Et qu'est-ce qui se passe? Tous les lobes se gonflent, il y en a un qui reste comprimé. L'air n'arrive pas à pénétrer. Ça veut dire que les bronches sont bouchées. Atum barea, comme ça dit Rashi. Durta de mitamtem, velo ail zika begave. Alors quel est le problème? Maitinan sakina vekara'inan la. On prend un couteau et on coupe l'endroit qui est satum, d'accord? C'est-à-dire qu'on coupe autour. Ici il explique Hotrim raket kum area me'al ha'ezor satum aval en hotrim betoch hamakom satum atzmo. Ça veut dire qu'on va couper autour mais pas dans l'endroit même. Et alors, idba mugla, si on voit qu'il y a là-bas du pu qui sointe de cet endroit, de l'endroit où on a coupé, il y a du pu qui sort. Alors qu'est-ce qu'on dit? Vadai mehamat mugla ou kshera. Il y avait une infection. Et ce pu-là a empêché l'air de rentrer, de passer. Et dans ce cas-là, quel est le din? Keshera. Keshera. Malade, mais elle est viable. Voilà, elle va guérir. Ouais. Non, mais dans ce cas-là, alors, les gens qui sont grippés, ils guérissent bien de la grippe. Veilo mutvinan ala gadfa uruka. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On met dans l'endroit de là où on a coupé, on met par exemple une plume qui est très légère, ou bien de la salive pour voir si après il va y avoir des bulles. Et on va souffler. Une fois qu'on a soufflé, imebats betsa keshera. Si il y a des bulles au niveau de la salive, ou bien la plume, elle bouge, ça veut dire que quoi? Que c'est pas complètement bouché, ce n'est pas complètement obstrué. L'air peut passer tout de même. Ve'ilo terefa. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on voit que l'air ne pouvait pas du tout passer, c'est que dans cet endroit, c'était une nécrose de cette partie du poumon, et donc, dans ce cas-là, c'est pas à cause de la mougla, ce n'est pas à cause du liquide du pu qui empêchait le passage de l'air, c'est carrément les bronches elles-mêmes qui ont été nécrosées. Dans ce cas-là, elle est terefa, parce qu'elle n'est pas viable. Pourtant, vis-à-vis du volume des poumons, c'est relativement petit, non? On peut encore respirer. Oui, mais avec le temps, tout va nécroser. Amar Rav Yosef Krum She'ala Mehamat Maka Barea Enokum. Lorsqu'on a un trou dans le poumon, et ensuite il y a eu de la glu, avec une substance de toutes sortes de liquide qui coule là-bas, eh bien ça s'est créé comme un bouchon. Et ce bouchon-là, qui a fait comme une rustine au niveau du poumon, donne l'impression que le poumon est parfait. On te dit non. Tout bouchon superficiel qui obstrue une perforation dans le corps de la bête, comme ici au niveau du poumon, n'est pas à prendre en considération. C'est un bouchon superficiel qui ne va pas tenir longtemps et donc il va tomber
et à nouveau, on va avoir un poumon perforé. Tu ne peux pas considérer qu'il y a eu réparation de la perforation grâce à ce bouchon. Ce bouchon n'est que momentané, provisoire, n'est pas une vraie guérison. C'est une bête qui a un poumon troué et donc elle n'est pas cachée. On l'a déjà vu dans le Véchet, bravo. Ve'amar Rav Yosef, hayre'a de absha, iyad'ina necha absha, manhinan ala gadfa, o gila, o ruka, imibatzbetza terefa, ve'ilo keshera. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on entend un bruit d'air, un bruit de fuite d'air dans le poumon, tu as gonflé le poumon après la shrita et tu entends une fuite d'air. Tu dis, attends, d'où ça sort ça? Alors il y a deux possibilités. Soit une fuite interne, soit une fuite externe. Qu'est-ce que ça veut dire? S'il y a un trou à l'intérieur même du poumon, entre la membrane interne et la membrane externe. Entre les deux, il y a une fuite. Il y a un trou. Mais la fuite, elle reste à l'intérieur du poumon. Donc, c'est un circuit fermé. De ce fait, même si ça fait du bruit, on entend le bruit. On entend le bruit. C'est un bruit sourd. Ça ne dégonfle pas. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ce n'est pas un problème. Mais alors, dans ce cas-là, comment tu fais pour savoir? Eh bien, tu prends une plume ou cache. C'est quoi cache? De la paille. Ou bien roca. C'est quoi roc? C'est de la salive ou de l'eau. De la salive. Et tu mets imebatzbetz. Eh bien, en effet, là-bas, de cet endroit-là, Rabotaï, je voudrais reprendre tout ce que j'ai dit. Je fais marche arrière. Parce que, en fait, ici, on parle d'une fuite. C'est pas une fuite interne, parce que ça, on va en parler après. Ça, on va parler. Là, je parle d'une fuite externe. Une fuite qui sort à l'extérieur. Seulement, ce n'est pas une fuite qui est suffisamment importante pour considérer que la bête n'était pas viable. C'est-à-dire qu'il est possible qu'on ait un trou dans le poumon et malgré tout c'est cachère. Bravo. Si le trou il est tellement petit que la fuite d'air n'est pas importante. Si ce n'est pas importante, la bête elle est viable. Un poumon qui est encore fonctionnel et pourtant il y a un trou, il y a une fuite. Mais tout dépend de la grandeur du trou. Si c'est tellement petit que même si on entend le bruit, mais quand tu mets là-bas, à cet endroit-là de la fuite d'air, tu mets une plume, ça ne bouge pas. Parce que c'est tellement insignifiant que même si il y a une fuite, mais pas suffisamment forte pour pouvoir remuer la plume ou faire des bulles si tu mettais de la salive ou faire bouger la feuille de paille. Ça fait du bruit, mais que du bruit. C'est pas une sortie d'air puissante. C'est la raison pour laquelle tu dis que c'est cachère, bien que ce soit perforé, mais c'est un trou tellement petit que ce n'est pas problématique. On va y arriver. Je répète, Hayre'a de Absha, Iyad'ina necha Absha, si on arrive à identifier le trou de la fuite d'air, Manhinan ala Gadfa, Ogila Oruka. Alors dans ce cas, on pose dessus une plume ou une paille ou de la salive et imebatzbetza, si ça bouge, terefa. Veilo keshera, sinon c'est que c'est cachère. Parce que le trou est insignifiant. Veilo yad'inan là, si on n'arrive pas à identifier la sortie d'air, la fuite d'air, maïte meshichuta de maya pashuré. Il apporte une bassine d'eau tiède, ou motvinanla begava, et il plonge à l'intérieur le poumon gonflé. Bahamimelo de kavtse, bekrirelo de metarche. Faut pas mettre dans de l'eau bouillante, dans de l'eau chaude, parce que ça va fermer ça va contracter le trou, et donc on n'aura plus la possibilité d'avoir une fuite d'air. La fuite sera insignifiante.
Bécrire l'eau, faut pas de l'eau glacée non plus, des métarchés. Parce qu'après, ça peut fendre la membrane externe et créer maintenant un problème. Maintenant, il va y avoir une fissure. Et donc, tu vas croire que c'était avant. Non, c'est pas vrai. C'est l'eau glacée qui a donc dilaté et a fendu la membrane. C'est comme quand vous mettez une bouteille en plastique dans le congélateur. Lorsqu'elle est pleine, vous mettez au congélateur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le plastique va se dilater et va se craquer. La même chose, la membrane du poumon va éclater, mais ça s'est passé qu'à cause de l'eau froide. La vérification a causé cette réaction. Ce n'est pas une preuve. Alors comment tu fais? Batkinanla mais pas chouré. Tu prends de l'eau tiède, de l'eau normale, température ambiante. Imibatsbetsa terefa, veilo keshera. Si tu as des bulles d'air, c'est que le trou est suffisamment important. Et donc pas kasher. Sinon, kasher. Tata'a inkiv, ila'a lo inkiv. Vehaide avsha, zika de bene benehu. Voilà, maintenant on arrive à ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que si tu vois qu'il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de bulle, c'est qu'en fait, le bruit que tu entends, c'est interne. Il y a un circuit d'air à l'intérieur. Parce que la membrane externe, elle est parfaite. Le trou s'est fait à l'intérieur dans la membrane interne. Et donc il y a une fuite d'air, mais interne. Donc le poumon, dans l'absolu, il continue de fonctionner normalement. Parce que l'air qu'elle respire reste à l'intérieur d'elle. On va y arriver. Amar Oula, Amar Rabbi Yohanan, Re'a shenishpecha kekiton. Re'a shenishpecha kekiton. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez, comme on a dit tout à l'heure, dans le poumon, une membrane interne et externe. C'est comme un sachet. Vous avez un sachet en plastique. D'accord? Et à l'intérieur de ce sachet, mettez par exemple des morceaux de viande dans la forme du poumon. Comme ça, une grappe. Vous avez 3 à droite, 2 à gauche. Et tout ça, c'est empaqueté dans des sachets sous vide. Vous avez comme ça des formes. 2 morceaux de viande à gauche, 3 morceaux de viande à droite, et avec des sachets sous vide qui sont bien collés à la chair. Eh bien, c'est la même chose. Le poumon, c'est de la chair, mais qui est évidemment molle et qui est élastique, comme une éponge. C'est comme d'éponge. Et vous avez la membrane externe et la membrane interne. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une maladie qui a fait que le poumon s'est liquéfié. Et la partie spongeuse du poumon, désormais, n'est plus spongeuse, elle est liquide. Regardez ça, comment ça s'appelle? Re'a shenishpecha kekiton. Une réa, un poumon qui s'est liquéfié comme dans une outre. Vous avez un ketone, une cruche d'eau. Vous avez une outre en cuir. Vous avez dedans de l'eau. Eh bien voilà. C'est un trou. Un C'est trou. un trou avec... Non, il n'y a pas de trou du tout. Alors, ton truc, c'est Vous quoi? avez un sachet Ouais. fermé et à l'intérieur, au lieu d'avoir un bloc de chair, vous avez du liquide. C'est-à-dire que la chair qui était à l'intérieur de ce sachet s'est liquéfiée. Ce qu'on appelle nishpecha kekiton. C'est un endroit, pas tout. C'est notre lettre. Relisons. Non, c'est un endroit. c'est pas Entièrement. Re'ach et nishpecha kekiton. Entièrement. Regardez s'il vous plaît Rashi. Nishpecha kekiton. Basar hare'a nimoach. Betor kerumit shelah. Venishpach. Mirosha le sofa. Ou misofa le rosha. Betor hakrumit. Vehisaron hi. Shemitchila kulla melea. Ve'arshav hetzia rekanit. Qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Vous avez maintenant regardé ça. Ici. Avant, c'était tout plein. Pourquoi c'était tout plein? Parce que c'était solide. Maintenant que c'est devenu liquide, regardez maintenant. Ici, la bouteille, elle est à moitié. Alors, dites-moi, à moitié. Vous avez peur de dire, hein? Elle est à moitié pleine, à moitié vide. D'accord? Nishpecha, kekiton.
qu'est-ce qui se passe? J'ai ici du hasser. Il me manque ici, à l'intérieur. Malgré tout, Keshera, Alma Kassavar, Hissaron mi bifnim, Loshme Hissaron. On a appris dans la Mishnah qu'une réa qui est hassera n'est pas kasher, elle est terefa. S'il manque un morceau de poumon, elle n'est pas taref. Alors comment ici ça peut être kasher? Pourtant, c'est hasser, tiens la bouteille à moitié vide. C'est pas pareil. Pourquoi? Parce que le hissaron ici, il n'est pas mi bahout, il est mi bifnim. Puisque bahout, la membrane, elle est intacte. Le sachet, il est intact. Le hissaron, il n'est qu'à l'intérieur et pas à l'extérieur. De ce fait, je dis hissaron mi bifnim, loshme hissaron. Ça s'appelle pas un manque. Alors c'est entre les deux couvertures, il y a eu du pu. Voilà. Non mais c'est pas le poumon qui se transforme en corps. Pourquoi? Non, parce que tu dis ça, c'est cuit. Pourquoi? C'est pas possible. Ton poumon, tu as besoin pour respirer. D'un coup, il devient la scène, que tu vas respirer. Rabbi Yosef Shalita, Yosif Da'at, Yosif Mar'ov. Rabbi Yosef, comme il est trop intelligent, Impossible. alors il ne comprend pas des choses faciles. Alors, Rabbi Yosef Shalita, vous allez attendre. Léat. Regarde. Yosef retourne à l'école de médecine. C'est impossible. Alors, je vais vous dire. Impossible. Il pense. Même pour les singes. Alors, je vais vous dire. Rabbi cardiologue Smana. Rabbi cardiologue Smana. Dans quelques secondes, on va apprendre une Gemara qui nous dit que ça dépend de qu'est-ce qui s'est liquéfié. Exactement. Ouais, voilà. Mais ce Aïwa, vous ne l'avez pas dit avant. Oui, mais c'est normal, mais comme ça, je retombe un petit peu sur quelque chose. Alors, écoutez ce que va dire la Gemara. Que ça dépend qu'est-ce qui s'est liquéfié. Il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, la partie spongeuse, d'accord, la partie solide. Mais à l'intérieur de cette éponge, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des bronches. Vous avez des grandes bronches, qui est l'artère qui va se bifurquer, et ensuite vous avez les petites bronches qui rentrent à l'intérieur du poumon. Alors maintenant, ça dépend qu'est-ce qui s'est liquéfié. Est-ce que c'est que la partie éponge, ou bien est-ce que même la partie bronche? Et la Gemara même va dire comment on peut faire la bdika. Comment tu peux savoir qu'est-ce qui s'est liquéfié? Est-ce que c'est que la partie spongeuse qui est la chair du poumon, ou bien les petits tuyaux, les bronches? Et la Gemara dit que c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu prends une assiette et tu mets dedans tout ce liquide. D'accord? Tu ouvres, tu vides le sachet et tu vas voir. Si tu trouves des filaments blancs à l'intérieur de ce liquide, c'est quoi ces filaments blancs? C'est les bronches qui se sont également liquéfiées. Là, ce n'est pas cachère. Et là, il a raison, Rabbi Yosef, que la bête n'est pas viable. Mais lorsque les bronches, les tuyaux sont encore parfaits, il n'y a que l'éponge qui s'est liquéfiée. Là, elle est cachère, elle est viable. Il y a un autre cas de truc. Relisons. Etive Rabbi Abba Le'ula, Harea shenikva ou shehasera, mai hasera. Elima mibahutz hainu nikva, ela la mibifnim, shma mina hisaron mibifnim, shma hisaron. Comment tu peux dire que lorsque l'éponge s'est liquéfiée à l'intérieur, tu dis que le poumon n'est pas tréfa, la bête n'est pas tréfa. Pourquoi? Parce que le hisaron, il n'est que bifnim et pas bahutz, la membrane externe étant restée intacte. Elle contient le contenu, alors tu dis que ça ne s'appelle pas hisaron, il n'y a pas de manque absolu, et donc ça ne s'appelle pas réa, hasera, mapitom. Comment tu peux dire que hisaron mi bifnim, loshme hisaron? Pourtant, dans la Mishnah, on a appris que si le poumon, réa, poumon, shenikva, perforé, au hasera, ou bien manquant, n'est pas cachère. Excuse me. De quel hasera on parle? Hasera mi bahut? Dans ce cas-là, ça s'appelle déjà nikva. Si déjà un nekev, un petit trou avec une aiguille de l'extérieur, tu me dis que quoi? Qu'elle est tréfa, plus forte raison. À plus forte raison, hasera, il n'y a pas de plus grand nikva que hasera. Et la vadaï,
Et la vadaï que Hasera, c'est pas mi bahut, c'est Hasera mi bifnim. Et tout de même, la Mishnah, qu'est-ce qu'elle nous a dit? Terefa, comment tu peux dire Keshera? Réponse. Lo, le'olam mi bahut. Mais je peux te dire que Hasera de la Mishnah, pourquoi elle est Terefa? Parce qu'elle est Hasera mi bahut. Vedeka martainu nikva. Alors tu as posé la question, tu as dit dans ce cas, quel est le hiddouche de Hasera? C'est exactement comme Nekev. Nekev, tu m'as déjà dit que en faisant un trou, et si elle avait un trou, elle n'est pas cachée, à plus forte raison, Hasera. Là, Tsericha, les Rabbi Shimon, de Amar, Chetinakev, les bêtes à Simponot, Hanemile Nekev de l'Idbe Hissaron, Ava Nekev de l'Idbe Hissaron, Afilo Rabbi Shimon Modé. Je peux te dire que la Mishnah, c'est qui l'auteur de cette phrase, de cette halakha? C'est Rabbi Shimon. Rabbi Shimon nous a dit un hiddouche extraordinaire. Rappelez-vous, c'est que le nekev dans le poumon, c'est pas dans tous les cas de figure qui rend la bête terefa. Quand est-ce qu'un trou dans le poumon rend la bête terefa? Que si le trou a atteint simpon. C'est quoi simpon? Les bronches. Là où l'air circule directement. Si le trou de l'extérieur à l'intérieur était de part en part, c'est-à-dire que la membrane externe a été perforée, mais le trou il va jusqu'où? Il va jusqu'à l'intérieur du poumon, jusqu'à pénétrer carrément les bronches, ce qu'on appelle symponote, là c'est taref. Mais si le trou n'a pas atteint les bronches, l'espace des bronches, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas de terefa avec nekev. Mais tout ça, c'est parce que c'est un nekev shen bo hissaron. Qu'est-ce que ça veut dire nekev shen bo hissaron? Quand je prends une aiguille et je fais rentrer l'aiguille à l'intérieur d'un fruit, est-ce qu'il y a eu un hissaron? Aucun. Il y a eu simplement une compression de l'aliment. Je prends un étrog, je mets dedans une aiguille. Il y a eu un nekev. Est-ce qu'il y a eu un hissaron? Est-ce que ça s'appelle hasser? Non. C'est nekev velo hasser. Comment le trou il s'est créé? Eh bien, j'ai pressé la matière. J'ai comprimé la matière. Mais la matière, elle est là. Simplement, elle est plus compacte. Pour faire la place du trou, j'ai dû compacter la matière. Mais je n'ai pas pour autant retiré une partie. La même chose. Le trou dans le poumon, étant donné qu'il n'y a pas de hissaron, pour qu'il devienne taref, selon Rabbi Shimon, il faut qu'il arrive jusqu'où? L'aiguille, il faut qu'elle arrive jusqu'où? Jusqu'au simpon. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas de hissaron. Je n'ai rien retiré de la matière du poumon. Par contre, si tu retires une partie, tu prends n'importe quoi et tu coupes un petit bout du poumon, même minuscule, et ça n'atteint pas les bronches, c'est taref, même d'après Rabbi Shimon. Quand est-ce que Rabbi Shimon te dit que Nekev, il a besoin d'arriver au simpon? C'est lorsqu'il n'y a pas de hasser. Mais lorsqu'il y a du hasser, même si c'est une partie externe du poumon qui est hasser, la bête, elle est terefa. Donc, on n'a toujours pas de preuve du contraire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'avait dit Rabbi Hanan? Il avait dit que Re'a shenishpecha kekiton keshera. Pourquoi? Parce que hisaron mi bifnim loshme hisaron. Bien que maintenant le poumon il est manquant, ce n'est pas un problème. Elle n'est pas tréfa. Pourquoi ce n'est pas tréfa? Parce que ce hisaron il est à l'intérieur, il n'est pas à l'extérieur. D'accord? Comme j'ai expliqué, la bouteille elle est à moitié pleine, à moitié vide, c'est vrai. Mais à l'extérieur, tu touches, la membrane elle est parfaite. À l'intérieur, il manque. Ce qui manque à l'intérieur n'est pas un problème. Alors maintenant, on a bien répondu à la question. La Gemara raconte une histoire. Rabbi Hanania, halash. Rabbi Hanania est tombé malade. Allegabbe, Rabbi Nathan, vechol gedole hador, aitul kameh, re'a shenishpecha kekiton ve'arshera. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils lui ont posé la question. Ils lui ont dit, Rabbi, on a peur que vous quittiez ce monde et on a besoin de votre enseignement avant de partir. Alors, s'il vous plaît, quel est le din? Voilà, on a une re'a shenishpecha kekiton, kasher ou pas kasher? Il leur a dit kasher. Amarava, vehu dekaime simponot. Rava dit attention, quand est-ce que le poumon est kasher? Tant que tout le circuit des simponotes est là. Ça veut dire l'air peut rentrer dans les bronches et on a les bronches qui sont encore intactes. Il n'y a que la partie spongeuse du poumon qui a été liquéfiée. Amarle Rava Habere de Rava le Rava Shimina Yadainan lui a dit comment pourrais-je savoir
si les branches sont encore parfaites ou pas. Amarle maïtinan tsa'a de kunya. On apporte une assiette en Heres qui a été recouverte de plomb. Kunya, c'est du plomb. Veshafrinan la begava. Faut pas que ce soit que du Heres, parce que le Heres, ça absorbe. L'argile, ça absorbe. Il faudrait que ce soit avec quelque chose de halak, comme le kunya, comme le plomb. C'est halak. Shafrinan le begave. I itba shuria kehivare terefa. Ve'ilo keshera. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on voit des filaments blancs, c'est taref. Et sinon, c'est kasher. Parce que ces filaments blancs, c'est quoi? C'est les bronches qui ont été liquéfiées. Regardez Rashi. Regardez ce que dit Rashi. Terefa. De asvadai nir'e chez mihui hasimponotu. Mihui hasimponot. C'est la liquéfication des branches. Dans ce cas-là, pas kasher. Regardez s'il vous plaît Rashi, avant Maïtinan Tsa'a de Kunya. On amène une assiette en argile à Mehoupé Be'avar chez Korim plomb Belaaz. Des Shi'ahi venir e Yafé. Regardez comment Rashi appelle le Avar. Comment on dit en français? Plomb. Déjà, le français de Rashi, c'était du plomb. Et quelle est la qualité du plomb? Shi'a. C'est quoi Shi'a? C'est lisse, qui n'absorbe pas. Avar, c'est l'étain. Et plomb, c'est l'eau ferrette. Dans... C'est pareil. Rashi traduit Avar par plomb. Le plomb est poreux. Le plomb n'absorbe pas, mais il est poreux. Il est lisse, le C'est lisse. Ah ouais? C'est pour ça que les installations appareils ont été enlevées. Non, parce qu'ils donnent la ceinture lisse, ils donnent une maladie. Ils donnent la ceinture. Ils appellent les poreux, ouais. Les poreux, le plomb.